sommes à l'aube d'une révolution sans précédent. Je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans. C'est pas utilisé par les criminels, ça? L'impact environnemental est loin d'être négligeable. On prépare une ICO qui va tout révolutionner. Ça va jamais marcher en fait. 21 millions. Bienvenue dans 21 millions, l'émission crypto-pédago qui vous explique simplement le bitcoin et la crypto-économie. Je suis Grégory Raymond, crypto-journaliste pour le magazine Capital. Aujourd'hui, je reçois le conseiller à la Cour des comptes, Yorick de Mombin, qui viendra nous parler de l'école autrichienne, un courant de pensée économique dont les architectes du bitcoin se sont largement inspirés pour sa conception. Ensemble, nous discuterons sans tabou de la responsabilité des États et de leur politique monétaire dans les cycles économiques. J'en profite par ailleurs pour vous souhaiter une très bonne année 2020 et aussi pour vous annoncer que 21 millions s'apprête à grandir dans les prochaines semaines. En plus du podcast mensuel, une newsletter hebdomadaire complétera mon travail et j'espère que vous serez nombreux à vous y abonner pour y découvrir du contenu totalement exclusif. Vous y lirez du reportage, des analyses et même des tutos pour monter en compétence sur les cryptos. Le tout dans une indépendance éditoriale et sans publicité. Voilà, c'est tout pour l'instant promo. Tout de suite, voici l'épisode avec Yorick de Mombin. Bonjour Yorick de Mombin, bienvenue dans 21 millions. Bonjour Grégory. Alors je suis ravi de vous recevoir et pour vous présenter brièvement, je dirais que vous êtes l'un des économistes les plus en vue dans l'écosystème crypto en France. Alors vous êtes diplômé de la prestigieuse école de commerce ESCP, de Sciences Po Paris. Vous êtes aussi titulaire d'une licence de philosophie. Et après, vous êtes passé par l'ENA avant de devenir conseiller technique de François Fillon lorsqu'il était à Matignon. Et aujourd'hui, alors vous êtes conseiller référendaire à la Cour des comptes et vous avez publié il y a 2 ans pour le think tank libéral Institut Sapiens un rapport très complet intitulé Bitcoin, Totem et tabou. Dans celui-ci, que je recommande d'ailleurs chaudement, vous écrivez que l'existence de Bitcoin est la conséquence de l'accumulation de désastres monétaires tout au long du XXe siècle et que, contrairement à l'idée reçue, la monnaie est une chose trop importante pour être laissée à l'État. Vous dites également que les cycles économiques sont essentiellement créés par les manipulations monétaires des autorités publiques avec des conséquences sociales et économiques catastrophiques. En filigrane, on reconnaît ici l'influence de l'école de pensée économique autrichienne. Comme première question, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur celle-ci ? Oui, l'école autrichienne, c'est un courant d'analyse économique qui est né à la fin du 19e siècle, qui s'est beaucoup développé au début du 20e et qui a ensuite été un peu marginalisé par d'autres courants comme le keynésianisme ou le monétarisme et qui depuis une vingtaine d'années est en train de connaître une nouvelle renaissance. Il a été créé avec des auteurs comme Karl Menger, Baumberg, Ludwig von Mises. Ensuite, l'auteur le plus connu, c'est Hayek, qui a eu le prix Nobel en 1974, mais à mon avis, il n'est pas le plus représentatif de ce courant. Ensuite, il y a eu une phase d'autres auteurs comme Murray Rothbard, et aujourd'hui, il y a des auteurs comme Hoppe, Salerno, Hülsmann, Huerta de Soto, ou en France, Pascal Salin. C'est un courant qui aboutit à des préconisations plutôt libérales, mais en fait, ce terme me paraît plutôt trompeur parce que les libéraux sont en désaccord sur beaucoup de choses et le courant autrichien formule des recommandations avec lesquelles certains libéraux ne sont pas du tout d'accord. Et si on pouvait définir les grands principes de l'école autrichienne, c'est quoi ? Alors, elle se distingue surtout par une méthodologie très différente des autres écoles de la science économique. Alors, ça peut être un peu long à expliquer, mais en quelques mots, on peut considérer que l'économie, c'est une forme de science, ou en tout cas, il est sain qu'elle adopte une démarche scientifique. C'est-à-dire que la réalité paraît chaotique, la réalité des échanges commerciaux, humains, etc., paraît difficile à comprendre, chaotique. L'objectif de la science économique, c'est d'en discerner les lois un peu universelles, valables en tout temps, en tout lieu, pour percer ce chaos, comprendre la réalité profonde des phénomènes et notamment inspirer les politiques économiques, prendre les bonnes décisions en fonction des objectifs qu'on poursuit. Par exemple, réduire le chômage ou réduire la pollution, ça sont des objectifs. La question, c'est qu'est-ce qu'on va employer comme moyen ? Et pour choisir les moyens, il vaut mieux comprendre la réalité. Et comment comprendre la réalité économique ? Alors, l'opinion dominante aujourd'hui consiste à dire que l'économie doit adopter les mêmes méthodes que les sciences exactes, que les sciences naturelles.
C'est une méthode inspirée notamment de Karl Popper, qui prétend qu'une proposition est scientifique seulement si elle est réfutable. Et donc, les économistes qui adoptent ce point de vue, ils vont avoir tendance à mathématiser la science économique. Ils vont formuler des hypothèses sur le monde réel, les mettre en équation, observer le monde réel, notamment par de l'observation économétrique. Ils vont quantifier le réel, ils vont voir si ça correspond à leur modèle, et si ça correspond pas, ils vont adapter leurs équations. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une science économique totalement mathématisée, ce qui est très critiqué, et à mon avis, à juste titre. Le problème, c'est que, est-ce qu'il est pertinent de considérer l'être humain comme une donnée naturelle comme les autres ? Et ce que disent les Autrichiens, c'est que c'est totalement illusoire, c'est naïf, c'est vain, c'est contre-productif, c'est inefficace. Eux, ils proposent une méthode complètement différente. Ils disent, l'économie, ça doit être une science humaine, l'être humain a quelque chose de tellement différent que les autres objets de la nature, qu'il faut une méthode différente. Alors cette méthode, c'est quoi ? L'idée, c'est de partir d'axiomes irréfutables sur ce qu'on sait de la nature humaine. L'axiome le plus commun, c'est que l'homme agit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est capable de se déterminer des objectifs et de choisir des moyens pour atteindre ses fins. Et donc ça, c'est quelque chose qui est irréfutable, parce que si on essaie de le réfuter, on est obligé d'agir. Et donc, c'est auto-contradictoire. À partir de cet axiome, les Autrichiens disent on va découler les conséquences logiques en termes de fonctionnement de la société de chacun des aspects de cet axiome. Si l'homme agit, ça veut dire qu'il est capable de réfléchir dans le temps, ça veut dire qu'il est capable de calculer des coûts et des avantages, ça veut dire qu'il est capable de faire des sacrifices dans sa consommation présente pour un gain supérieur à l'avenir. Ça veut dire donc qu'on aboutit à des notions comme l'épargne, l'investissement, l'échange, la consommation, le capital, le taux d'intérêt, etc. et la monnaie. Donc c'est une méthode très différente qui commence à être un peu plus connue aujourd'hui, mais qui reste très 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 marginale. Ça amène les Autrichiens à des conclusions assez radicales, notamment d'un point de vue libéral. Ça les amène par exemple à se distinguer de la théorie néoclassique de la concurrence pure et parfaite. On dit souvent que la concurrence pure et parfaite, c'est une espèce de dogme ultralibéral. Et les Autrichiens disent non. C'est une théorie qui est absurde parce qu'elle se fonde sur une vision irréaliste de la nature humaine. Elle postule des hypothèses qui sont irréalistes et d'ailleurs, elle aboutit à renforcer les pouvoirs de l'État, notamment en matière de politique antitrust. Eux, ils disent qu'il faut partir d'une conception réaliste de la nature humaine. Et dans la nature humaine, il n'y a pas une information parfaite, une homogénéité des produits, etc., comme le postule la théorie de la concurrence pure et parfaite. Il y a un deuxième domaine où les Autrichiens se distinguent nettement des autres courants, c'est la monnaie. Et par exemple, ils se distinguent nettement du monétarisme de Milton Friedman, qui est pourtant libéral, mais les conclusions sont très différentes, les préconisations sont différentes. Et on dit souvent de Bitcoin qu'elle est la monnaie des libertariens, et l'école autrichienne condamne quand même plutôt l'intervention de l'État dans l'économie. Alors est-ce qu'on peut dire que l'école autrichienne est la théorisation économique de la pensée libertarienne ? Non, parce que en fait, parmi les Autrichiens, il y a des divergences. Par exemple, Hayek, contrairement à ce qu'on dit toujours, n'était pas libertarien. Quand on lit son ouvrage « La Constitution de la liberté », on voit qu'il reconnaît une légitimité de l'État dans beaucoup de domaines, en matière de protection sociale, d'éducation, de soutien à différents types d'activités. Donc non seulement il reconnaît l'existence de l'État, mais en plus il lui concède des missions qui vont bien au-delà des missions purement régaliennes de défense, de sécurité et de justice. Et pourtant, Hayek, c'est un Autrichien. Alors, il y a aussi des Autrichiens beaucoup plus radicaux que lui, comme Rothbard et Hoppe, qui, eux, remettent en question l'existence de l'État. Mais il faut savoir que parmi les libertariens, il y a aussi des non-autrichiens. Tout est toujours beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine. Il y a par exemple le fils de Milton Friedman, qui s'appelle David Friedman, qui est un anarcho-capitaliste, qui a écrit The Machinery of Freedom, traduit en français par Vers une société sans État, et qui était très admiré des cypherpunks. Mais c'est celui qui a son projet d'île artificielle avec Peter Thiel, c'est bien ça ?
Oui, absolument, c'est lui. Et c'est un esprit brillantissime, passionné d'économie du droit, etc., qui était très admiré de Timothy May et d'autres cypherpunks. Et lui, c'est pas du tout un Autrichien. C'est-à-dire qu'il a une méthodologie différente. Il se veut plus utilitariste, c'est-à-dire qu'il prend un peu moins en compte des aspects philosophiques, moraux et politiques, alors que les Autrichiens essayent de prendre ça en compte. Donc vous voyez, il y a vraiment une complexité dans ces débats qui est immense. En revanche, ce qui me paraît juste, c'est que les théories autrichiennes sont sans doute les plus utiles pour comprendre Bitcoin, pour comprendre comment une monnaie émerge spontanément par le marché, par les acteurs privés, sans l'intervention de l'État. Et d'ailleurs, les concepteurs du Bitcoin et les cypherpunks connaissent l'école autrichienne. On le voit, par exemple, dans les écrits de Nick Szabo, ils connaissaient Karl Menger, ils le citent, et ces gens-là connaissent bien les théories autrichiennes. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle de Friedrich Hayek, vous l'avez un petit peu évoqué, qui est probablement l'économiste le plus connu de l'école autrichienne. C'est surtout parce qu'il a été récompensé par le prix Nobel d'économie en 1974, et vous le citez d'ailleurs largement dans votre rapport. Vous utilisez notamment cette phrase « Je ne crois pas au retour d'une monnaie saine tant que nous n'aurons pas retiré la monnaie des mains de l'État ». Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Que l'État ne voudrait pas notre bien en exerçant son pouvoir sur la monnaie ? Non, pour les auteurs autrichiens, en fait, la monnaie, c'est une institution sociale qui est née spontanément, qui a été inventée par les êtres humains spontanément, au cours des siècles et même des millénaires, par des tâtonnements progressifs pour surmonter les inconvénients du troc. Ce que disent les Autrichiens, notamment Jesus Huerta de Soto, c'est que très vite, les gouvernements, les États, les rois, les souverains ont compris que la monnaie n'était pas un objet comme les autres et que c'était un instrument de pouvoir, de financement de leurs dépenses. Pour financer leurs dépenses, ils avaient le choix entre des impôts ou prendre le contrôle de la monnaie. Et c'est ce qui s'est passé progressivement dans l'histoire. Ils ont pris le contrôle de la monnaie, mais de manière très 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 progressive. Vraiment au cours des millénaires. Jusqu'à la situation d'aujourd'hui où les États ont un pouvoir absolu sur la monnaie. Depuis 1971, la monnaie ne repose plus sur rien. Elle ne repose que sur l'autorité de la loi. C'est vraiment une situation complètement inédite dans l'histoire de l'humanité. Et ce qu'on voit, c'est que la monnaie est devenue un instrument de financement majeur pour les États, en pilotant par l'intermédiaire des banques centrales qui elles-mêmes encadrent les banques commerciales, en pilotant la masse monétaire et le crédit et les taux d'intérêt, les États s'endettent à faible coût et financent des États-providence qui sont aujourd'hui devenus complètement obèses. Et donc, c'est devenu un instrument vital pour eux. Il ne s'agit pas de vouloir nuire à la population, c'est simplement que les structures sociopolitiques actuelles reposent largement sur le monopole de l'émission monétaire. Et ce que disent les Autrichiens, c'est que c'est pas une bonne idée. Ça fonctionne mal, ça crée énormément d'effets pervers qui finissent par se retourner contre les citoyens et il est urgent d'inventer autre chose. Et c'est là qu'arrivent les crypto-monnaies. Et cette autre chose est en train d'être inventée. On aura le temps d'en reparler, mais il circule l'idée reçue comme quoi l'État a toujours géré la monnaie. Or, quand on vous écoute et qu'on prend le recul de l'histoire, c'est finalement assez récent, non ? C'est le Moyen-Âge. Alors, il est faux de dire qu'ils ont toujours eu le contrôle. En tout cas, il est juste de dire que dès le début, ils ont essayé de prendre le contrôle de la monnaie. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est qu'ils ne l'ont pas pris entièrement, instantanément. Ça a été très, 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 très progressif. Il y a eu plusieurs étapes. C'est d'ailleurs assez technique, hein, mais il y a eu l'encadrement de la production des pièces d'or. Il y a eu le fait qu'à un moment donné... C'est les louis d'or, c'est ça ? Pardon ? C'est les louis d'or. Oui, mais avant même les louis d'or, il y a eu différentes réglementations pour encadrer la production des pièces d'or par des commerçants, par des producteurs privés. Ensuite, les souverains ont apposé leur logo, entre guillemets, sur les pièces. Ensuite, ils ont réglementé les banques. C'est un aspect très important. Ils ont accordé des privilèges aux banques, alors que les banques, au début, étaient des établissements commerciaux comme les autres, soumis au même type de droits. Et progressivement, les États leur ont accordé des privilèges et leur ont donner des contraintes que les autres acteurs n'avaient pas. Et ça, ils l'ont toujours fait officiellement en faveur de l'intérêt général, mais dans les faits, pour pouvoir se financer eux-mêmes plus facilement. Et puis, progressivement, ils ont créé des banques centrales, à qui ils ont donné des pouvoirs croissants, jusqu'à leur donner le monopole de l'émission monétaire.
Et ça, ils l'ont fait jusqu'au XXe siècle, avec des modèles très variables, des changements très fréquents, toutes sortes de modalités, jusqu'à 1971. Et depuis 1971, on est dans cette période complètement étonnante. Et dans l'un de ses ouvrages les plus importants, pour une vraie concurrence des monnaies, Friedrich Hayek plaide pour l'établissement d'une liberté monétaire totale qui se traduirait notamment par l'émission concurrentielle de monnaies distinctes. Alors comment ça se matérialiserait concrètement ? Alors ça c'est la théorie de Hayek, mais il faut savoir qu'il a été très critiqué parmi les Autrichiens. Certains l'ont accusé d'être un peu naïf là-dessus. Et ont proposé quelque chose peut-être d'encore plus radical. D'accord. Donc, et qui est important pour comprendre Bitcoin, à mon avis. Donc, d'abord, pour résumer la position de Hayek, ce qu'il dit, c'est que, aujourd'hui, les États imposent une sorte de monopole des monnaies sur leur territoire. C'est le cours légal, c'est le fait qu'un commerçant n'a pas le droit de refuser le paiement, un paiement dans la monnaie qui est décidée par l'État. Donc, ça donne un avantage compétitif énorme à la monnaie qui est décidée par l'État. Donc Hayek dit, mais si la concurrence joue dans tous les domaines en faveur du consommateur, en permettant de diminuer les coûts et d'augmenter la qualité, pourquoi ça ne fonctionnerait pas dans le domaine de la monnaie ? Pourquoi est-ce qu'on a l'habitude de lutter contre les monopoles, mais on maintient un monopole de la monnaie ? On a l'habitude de dire que la planification centralisée ne fonctionne jamais, mais on fait une planification centralisée de la masse monétaire. Alors, proposons que chacun puisse créer sa propre monnaie, chaque entreprise. Par exemple, si Bill Gates veut créer une monnaie, qu'il le fasse, et qu'il ne soit pas empêché de le faire, et ensuite que le meilleur gagne. Si les utilisateurs, les citoyens, les consommateurs ont envie d'utiliser le Bill Gates coin plutôt que l'euro, qu'ils le fassent. Et on verra quelle monnaie inspirera le plus de confiance. Quand il a fait cette proposition en 1976, tout le monde s'est moqué de lui. Tout le monde s'est dit « Ok, Hayek, merci, mais c'est pas comme ça qu'on va faire. » Il y a des Autrichiens qui ont dit en fait, l'idée d'une concurrence entre plein de monnaies privées, c'est plutôt naïf, parce que l'essence de la monnaie, c'est de servir d'intermédiaire des échanges, et donc il est naturel que les consommateurs choisissent spontanément la monnaie dont ils supposent qu'elle sera le plus communément utilisée par tous les autres consommateurs. Donc, on peut prévoir qu'il y aura très vite un mouvement d'unification et une sorte de consensus vers une monnaie globale, commune, mondiale. Ce qui est important, c'est que cette monnaie soit privée et surtout pas créée, monopolisée par l'État, mais l'idée d'une concurrence des monnaies est forcément transitoire. Très vite, les consommateurs se mettront d'accord sur une monnaie mondiale. Que sera cette monnaie mondiale ? Elle sera très probablement celle qui a été utilisée spontanément par les êtres humains depuis des millénaires, qui est l'or. Ça, c'est ce qu'ont dit des auteurs comme Rothbard et Hoppe. Mais ils n'avaient pas prévu le surgissement des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on est dans une situation où on a des monnaies des cryptos qui sont créées pas par des entreprises, mais par des communautés de développeurs, d'investisseurs, de scientifiques, de cryptographes, etc. Et on peut imaginer qu'il va y avoir une convergence. Et c'est la thèse de Saifedean Ammous quand il dit qu'il va y avoir une sorte de standard Bitcoin, de Bitcoin standard, comme il y a eu un étalon or. Et ce qui n'exclut pas que d'autres cryptos puissent survivre, mais en étant probablement liés d'une manière ou d'une autre à la crypto qui aura un peu gagné, en fait, cette compétition par rapport aux autres. Et pour être sûr de bien comprendre, s'il y avait une concurrence entre les monnaies, celui qui serait responsable d'une monnaie et qui en imprimerait en trop grande quantité, un peu comme quand un État tente de stimuler son économie, on verrait l'acceptabilité de sa monnaie diminuer. Celle-ci perdrait mécaniquement de la valeur et les épargnants seraient incités à s'en débarrasser au profit d'une autre mieux gérée. C'est bien ça ? Oui, c'est exactement ça. C'était d'ailleurs le mécanisme vertueux qui avait cours au 19e siècle. C'était pas des monnaies privées, mais avec l'étalon or, chaque monnaie nationale n'était qu'une représentation de l'or dans un certain poids. Donc en fait, concrètement, il y avait une monnaie mondiale qui était l'or. Mais si certains États émettaient trop de leur monnaie nationale, il y avait un mécanisme
qui avait été d'ailleurs déjà théorisé par David Hume quelques siècles avant, qui permettait d'équilibrer les choses par le mécanisme de l'augmentation des prix, qui avait des effets pervers et qui contraignait les États à diminuer leur création monétaire pour éviter de voir sortir tout leur stock d'or vers les pays étrangers. Donc ce qui est intéressant, c'est d'imaginer un système où il y a des mécanismes auto-équilibrants qui permettent d'éviter les dérives, et tout ça pour protéger les consommateurs et protéger au mieux le rôle d'intermédiaire des échanges de la monnaie, puisque c'est vraiment ça qui devrait être la priorité. C'est comment assurer ce rôle de la monnaie qui est fondamental pour la civilisation. C'est comme ça que la civilisation s'est développée. C'est parce qu'on a créé cet instrument d'échange qui a facilité les échanges, la division du travail, l'accumulation du capital, etc. Si je me place dans un pays où plusieurs monnaies coexisteraient en même temps, ça veut dire qu'il faudrait qu'elles aient des caractéristiques différentes. Quand ça a été imaginé dans les années 70, on voyait quoi comme caractéristiques différentes ? En fait, la principale caractéristique, c'est la crédibilité de l'émetteur. Est-ce qu'il va respecter sa promesse de convertir les titres monétaires qu'on lui présente ? C'était d'ailleurs un peu comme ça il y a quelques siècles, quand les banques étaient surtout des établissements qui conservaient les stocks d'or des gens. À l'origine, c'était ça les banques. C'était des entrepôts. Comme aujourd'hui, il y a des gardiens de meubles. Et ces banques étaient en concurrence les unes par rapport aux autres pour émettre des certificats de dépôt, et certaines étaient plus crédibles que d'autres. Et celles qui inspiraient confiance voyaient leurs certificats de dépôt circuler davantage et voyaient plus de consommateurs affluer vers elles pour placer leur or. Et celles qui émettaient beaucoup plus de certificats de dépôt qu'elles ne possédaient de réserves d'or, quand à un moment donné il y avait une perte de confiance des consommateurs, tout le monde venait récupérer son or et la banque était en faillite. Et c'était un mécanisme très sain, jusqu'au jour où, en fait, progressivement, les États ont accordé ce qu'on appelle les réserves fractionnaires, qui a été une sorte de dérogation au droit commun et qui ont permis aux banques d'émettre davantage de certificats que ce qu'elles possédaient comme réserve réelle. Et là, ça a encouragé une espèce de fuite en avant où il n'y avait plus ce mécanisme vertueux, responsabilisant, qui incitait les banques à ne pas faire n'importe quoi. D'accord, donc finalement c'est un peu comme avec les crypto-monnaies aujourd'hui, hein. En ce qui concerne les 10-15 principales du marché, chacune a des propriétés différentes et chacune procure un niveau de confiance plus ou moins élevé par rapport aux gens qui les utilisent. Exactement, sauf que là la crédibilité n'est plus fondée sur des actions des patrons des banques ou des institutions financières, mais sur les protocoles. Alors les protocoles sont créés par des individus, mais fondamentalement, une fois qu'ils existent, c'est eux qui vont inspirer davantage plus ou moins de confiance. Et puis là, il y a rien de caché. Il faut auditer le code source et chacun peut s'apercevoir du fonctionnement. Et voilà, comme ils sont open source, ces protocoles, ils sont auditables, tout le monde peut observer leur fonctionnement et comparer leurs différents paramètres, notamment le régime d'émission. Celui de Bitcoin est bien connu, division du rythme par 2 tous les 4 ans, cap à 21 millions, etc. Et on peut comparer les régimes d'émission entre les cryptos, et c'est un processus extrêmement sain, en fait. Et pour en revenir à Hayek et à la construction de sa pensée, de ce que je comprends, c'est que sa grande peur, c'était l'inflation, hein, n'est-ce pas, hein, quand l'État utilise la planche à billets pour stimuler son économie. Oui, alors les Autrichiens ont une définition de l'inflation qui est un peu différente du terme commun. Dans le langage commun, l'inflation, c'est l'augmentation générale du niveau des prix. Et en fait, c'est d'ailleurs la théorie dominante chez les économistes, hein. Mais les Autrichiens disent, en fait, c'est absurde de poser cette définition de cette manière parce qu'elle est trop vague. Elle ne permet pas de comprendre l'essence du phénomène qui est à l'œuvre. Pourquoi ? Parce que si on observe une augmentation du niveau général des prix, cette augmentation, elle peut avoir des tas de causes différentes qui peuvent se compenser éventuellement les unes les autres. Par exemple, il peut y avoir à un moment donné une énorme pénurie d'un bien majeur pour la production mondiale. Et donc ça va faire augmenter des prix. Ou alors il peut y avoir des variations de la demande. À un moment donné, il y a peut-être des pays qui vont demander beaucoup plus d'un produit que d'autres, ou au contraire beaucoup moins. Et ça va faire varier le niveau des prix. Mais le problème, c'est que si on se contente de regarder le résultat net de tous ces paramètres, l'augmentation des prix, ça ne nous dit rien sur le mécanisme profond qui a créé cette augmentation des prix. Donc, ce que disent les Autrichiens, c'est qu'il faut définir l'inflation comme l'inflation monétaire, c'est-à-dire l'augmentation de la masse monétaire qui n'est pas fondée sur une augmentation des réserves des banques. Et eux, ils condamnent ce phénomène, ils estiment qu'il a énormément d'effets pervers.
qu'on peut lister d'ailleurs. Et ce qu'ils disent par ailleurs, c'est que le fait que les États monopolisent l'émission monétaire est profondément vicieux parce qu'ils sont juges et parties. Ils ont un intérêt à augmenter la masse monétaire pour se financer eux-mêmes plus facilement. Et donc, c'est absurde de leur faire confiance là-dessus. Ils vont perturber le fonctionnement de l'économie pour servir leurs propres fins au détriment de beaucoup de gens, et notamment des plus démunis. Alors, c'est quoi ces effets pervers de l'inflation monétaire qui sont théorisés depuis très longtemps par les Autrichiens? D'abord, il y a... si j'essaie de les résumer très très vite, il y a le fait que ces manipulations monétaires par la puissance publique sont à l'origine des cycles économiques. Il y a beaucoup de controverses pour expliquer les cycles économiques, le fait qu'il y ait des booms, des crises, etc. Et ce que disent les Autrichiens, c'est qu'ils viennent largement des manipulations monétaires. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit au XXe siècle. Il n'y a jamais eu autant de cycles économiques, de périodes d'euphorie et ensuite de crises gravissimes, notamment la crise de 29 et notamment la crise de 2008. Et quand on regarde en détail, on voit que ces crises ont été créées par des retournements de confiance des investisseurs et des consommateurs après des phases d'euphorie créées par une croissance monétaire excessive, voulue par la puissance publique. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Si on avait une monnaie moins inflationniste, comme l'était l'or au 19e, eh bien, sa valeur serait plus stable et il y aurait moins de cycles économiques. Donc, premier inconvénient. Deuxième inconvénient, ces manipulations monétaires par la puissance publique perturbent le calcul économique. Le calcul économique des entreprises, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est ça qui leur permet en fait, de planifier leur activité en faisant des calculs entre leurs coûts et leurs revenus. Si la masse monétaire évolue de manière imprévisible et brusque, ça perturbe totalement ces calculs. Et donc, en fait, ça ne fait qu'appauvrir l'humanité entière en perturbant l'activité des entreprises. Ensuite, ça favorise une économie du surendettement. C'est le cas aujourd'hui, tout le monde est surendetté et en fait, c'est pas sain, on voit très bien que ça peut pas continuer. Ça favorise aussi une surconsommation. On dit toujours que la société de consommation, c'est le produit du capitalisme. Mais en fait, c'est aussi le produit de la croissance monétaire exagérée par la puissance publique. Comme on crée beaucoup de monnaie, les taux d'intérêt sont faibles. Et tout le monde s'endette pour consommer, et on consomme énormément au lieu de planifier le long terme, d'épargner et d'investir. Et on consomme beaucoup des biens de consommation, mais on a aussi une surconsommation des ressources naturelles. Donc c'est intéressant de faire ce lien. Et puis, il y a aussi d'autres inconvénients. Par exemple, un effet social négatif qu'on appelle l'effet Cantillon. Cantillon, c'est un économiste du XVIIIe siècle qui a théorisé ça. Si la puissance publique augmente la masse monétaire en émettant de la monnaie, à moyen terme, ça finira par augmenter les prix. Mais cette augmentation des prix, tout le monde ne va pas la subir en même temps. Ceux qui auront reçu la monnaie nouvellement créée en premier, par exemple ceux qui auront pris des emprunts, ou les gens qui sont dans les institutions financières, ou les gens qui ont des contrats avec la puissance publique, eh ben ceux-là, ils pourront profiter de la monnaie nouvellement émise avant de subir l'augmentation des prix qui en résultera ultérieurement. Autrement dit, ces gens vont avoir un gain de pouvoir d'achat. Et donc, l'augmentation de la masse monétaire engendre une redistribution de pouvoir d'achat relatif, favorisant les plus riches, ceux qui ont une capacité d'endettement, ou ceux qui sont connectés politiquement, et défavorisant les plus démunis, ceux qui ne peuvent pas s'endetter pour acheter un appartement à Paris, par exemple. Et donc ça, c'est un effet social extrêmement perturbant, qui aboutit à augmenter les inégalités sociales. On dit toujours que c'est le capitalisme qui augmente les inégalités sociales, mais là, on voit qu'on a un mécanisme par lequel les inégalités augmentent à cause de la création monétaire pilotée par la puissance publique. Et ça, moi, je trouve que c'est un argument intéressant, et il n'y a que les Autrichiens qui le soulèvent. Et puis enfin, il y a un dernier inconvénient à l'augmentation de la masse monétaire par la puissance publique, c'est que ça favorise les guerres. Et quand on regarde l'histoire économique, la Première Guerre mondiale a abouti à pulvériser les talons or. Tous les États, à un moment donné, avaient besoin de financer leurs dépenses de guerre, et on dit on va suspendre temporairement les talons or pour émettre autant de monnaie que possible. Sauf que ça n'a pas été temporaire, ça a été définitif. On a essayé de le rétablir après, mais ça a été un échec. Et surtout, ça a
probablement rallongé la durée et l'intensité de la Première Guerre mondiale. C'est quelque chose de très important à comprendre. Et c'est d'ailleurs pas nouveau, puisque depuis des siècles, les États ont financé leurs dépenses, notamment leurs guerres, par un contrôle accru sur la monnaie. Et on peut imaginer que certaines guerres récentes, comme la guerre en Irak, n'auraient pas eu lieu de la même manière, ou n'auraient pas eu lieu du tout, si les États n'avaient pas un moyen de financement illimité, leur permettant de se financer sans passer par une augmentation des impôts, qui est très impopulaire. Donc ça fait quand même beaucoup d'arguments, finalement, pour contester le monopole de l'émission monétaire par les gouvernements. Mais c'est intéressant parce que cette peur de l'inflation monétaire qui caractérise l'école autrichienne, elle peut aussi trouver son origine dans l'Autriche, que c'est un pays qui a expérimenté l'hyperinflation au tout début des années 20, comme l'Allemagne, ça c'est très connu, mais l'Autriche aussi. Donc est-ce que ce courant de pensée puise aussi ses origines dans cette période ? Oui, mais je pense pas qu'il soit pertinent de parler de peur. C'est pas du tout une réaction irrationnelle ou émotionnelle. C'est une analyse extrêmement froide et scientifique de la réalité. L'hyperinflation, c'est un phénomène majeur de l'histoire du XXe siècle. Il est essentiel de comprendre ses causes, parce que c'est un phénomène qui détruit la civilisation. C'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est quelque chose qui détruit profondément la culture humaine, l'organisation sociale, et qui est absolument catastrophique. Et ce n'est pas un phénomène du passé. C'est pas seulement en Autriche dans les années 30. C'est en ce moment même au Venezuela ou au Zimbabwe, et peut-être à l'avenir dans d'autres pays. Donc il est essentiel de comprendre d'où ça vient. Bien sûr, mais d'éviter que ça se reproduise. Mais les grands penseurs comme Hayek avaient 20 ans, 25 ans dans les années 20, ils ont forcément été touchés par ce qui s'est passé dans leur pays. Ah oui, ils étaient aux premières loges pour constater les dégâts de ces phénomènes. Et donc, après, on peut dire, oui, mais ils ont été tellement traumatisés qu'ils en ont perdu la raison. Il reste à prouver quand même. Eux, leurs théories, leurs analyses se veulent réfutables, pas par les faits, contrairement aux sciences de la nature, mais par la logique. Ils offrent des analyses qui sont réfutables par la logique. Et donc, si on veut les réfuter, je pense qu'il ne faut pas faire de la psychologie. Il faut faire de l'analyse technique et logique de leurs propositions. Et j'en profite au passage pour rappeler que pour une vraie concurrence des monnaies, le livre de Friedrich Hayek a été publié en 1976, soit 5 ans après la suspension des accords de Bretton Woods qui garantissaient la convertibilité des dollars en or. Alors pour simplifier, on peut dire que c'est à ce moment-là que la monnaie a cessé d'être corrélée à quelque chose de réel. Est-ce que ce moment d'histoire scelle, selon vous, la fin de la légitimité de la monnaie étatique ? Tout le monde continue de faire confiance à la monnaie de l'État aujourd'hui. La preuve, c'est que encore aujourd'hui, 10 ans après l'invention du Bitcoin, la plupart des gens sont convaincus qu'il est toujours normal que la puissance publique gère la monnaie. Tout le monde est convaincu de ça. Tout le monde continue de faire confiance à la monnaie de l'État. Donc elle a toujours une légitimité dans l'esprit des gens. Mais la question, c'est combien de temps ça va durer. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que cette confiance tend quand même à décliner. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat d'économie à Harvard pour comprendre que l'émission monétaire sans limite, jamais égalée en temps de paix, qui est opérée par les banques centrales du monde entier, n'est pas tenable. Tout le monde comprend ça maintenant. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens essayent de trouver des valeurs refuges, achètent des appartements, des œuvres d'art, essayent de... Et donc du Bitcoin. Et des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont maintenant une valeur refuge parmi d'autres pour se protéger de l'inflation monétaire. Et pourquoi ne pas vouloir tout simplement se prononcer en faveur d'un retour à l'étalon or plutôt que pour la libéralisation de la monnaie ? En fait, les deux sont pas incompatibles. Le raisonnement des Autrichiens du courant Rothbard et Hoppe, c'est qu'une libéralisation de la monnaie aboutirait naturellement à un retour de l'étalon or. Naturellement, les individus essaieraient de se mettre d'accord sur un intermédiaire des échanges qui soit homogène, divisible, transportable, solide et rare. Et en fait, il n'y a pas 40 000 marchandises dans le monde qui
sont conformes à ces caractéristiques. On aboutit assez vite aux métaux précieux, et parmi les métaux précieux, à l'or. Alors on pourrait très bien dire, comme Keynes, que l'or c'est une sorte de relique barbare. C'est une expression très connue. Mais on pourrait aussi imaginer que si l'or était retrouvait un rôle central dans le système monétaire mondial, on pourrait aussi utiliser des instruments modernes des marchés financiers ou de l'informatique pour émettre une forme de monnaie basée sur l'or, et donc ce ne seraient pas des pièces d'or qui circuleraient, ce seraient des jetons numériques ou des titres financiers reliés à l'or. On n'aurait pas besoin de reproduire des pièces d'or. Mais en fait, on peut considérer qu'il n'y a plus besoin de réfléchir à l'or, puisque maintenant il y a le Bitcoin. En fait, pour revenir là-dessus, le Bitcoin a toutes les caractéristiques de l'or. Il est divisible, homogène, transportable, résistant, non duplicable et rare, mais il a un avantage que n'a pas l'or, c'est qu'il est encore plus transportable. On peut l'envoyer par-dessus l'océan en une fraction de seconde. Et il reste quand même beaucoup plus volatile que l'or, donc en tant que réserve de valeur, pour l'instant en tout cas, exactement. C'est encore un peu limité. Pour l'instant, parce qu'on est dans une période encore transitoire. Sa naissance date d'il y a seulement 10 ans, ce qui en fait est l'équivalent d'un clin d'œil, d'un battement de paupières dans l'histoire monétaire. L'histoire monétaire doit s'analyser sur des millénaires. Bien sûr, l'or, ça a 4000 ans, 5000 ans? Non, beaucoup plus que ça. Oui. Et donc, c'est vraiment un phénomène très récent, le Bitcoin. Et ça va peut-être encore nous prendre des années, voire des décennies, pour en mesurer le caractère révolutionnaire. Et la question peut paraître un peu polémique, mais est-ce que vous trouvez que nos monnaies, l'euro au premier chef, sont mal gérées? En fait, ça dépend des objectifs qu'on se donne. Si on recherche l'intérêt du consommateur, la stabilité économique, l'intérêt de l'épargnant, l'intérêt des gens qui ont des revenus fixes, à ce moment-là, la gestion de l'euro et des monnaies étatiques en général est une catastrophe absolue. En revanche, si l'objectif c'est de continuer à financer les structures sociopolitiques de l'État-providence à moindre coût et sans les réformer pour augmenter leur efficience, à ce moment-là, l'euro est très très bien géré. Et pareil pour le dollar, il remplit exactement cet objectif. Et en digne représentante de l'école autrichienne, j'imagine que vous vous montrez très très critique sur le QE qui a été lancé par la Banque Centrale Européenne il y a quelques années pour soutenir l'économie après la crise financière. Oui, en fait, la théorie dominante elle dit deux choses. Elle dit d'abord que la crise de 2008... Elle dit que la crise de 2008, c'est un échec du capitalisme et que, ensuite, l'économie mondiale a été sauvée par les politiques monétaires hyper expansionnistes. Et les Autrichiens contestent ces deux points. Ils disent d'abord la crise de 2008 est un échec des politiques monétaires. En fait, c'est vraiment ça, c'est l'aboutissement d'un cycle économique artificiel qui a été engendré par les politiques monétaires, notamment celle de Greenspan dans les années qui ont précédé, et d'autres phénomènes. Et d'autre part, ils disent que la politique monétaire, donc hyper expansionniste, qui a suivi et qui se poursuit aujourd'hui, non seulement elle n'a pas réglé les problèmes, elle a sauvé des acteurs financiers qui auraient dû faire faillite, et donc elle a contribué à continuer de les déresponsabiliser, et elle a en fait accentué des problèmes structurels qui auraient dû être résolus. Et donc ces politiques monétaires, elles ne font que préparer de nouvelles crises qui arriveront et qui seront encore plus dévastatrices. Et là encore... beaucoup de gens commencent à comprendre cette analyse et à se dire que les prochaines crises vont être extrêmement destructrices et qu'il faut s'y préparer. Et il est communément accepté, en tout cas dans la presse financière traditionnelle, que Mario Draghi a contribué à sauver la zone euro en 2012 avec sa politique, faut dire pour le moins originale. Mais qu'est-ce qu'il aurait
qu'est-ce qu'on aurait pu faire en fait mis à part ce QE, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Ce que disent les Autrichiens, c'est que, alors en fait, la plupart des économistes disent on n'avait pas le choix. Si on n'avait pas fait ces politiques monétaires, d'ailleurs je parle pas que de la zone euro, c'est vraiment un raisonnement mondial. Si on n'avait pas fait ces politiques monétaires, ça aurait été une catastrophe. Il y aurait trop de banques qui auraient fait faillite et ça aurait été vraiment un désastre, y compris pour les déposants, les petits épargnants, etc. Les Autrichiens disent non, ça c'est probablement exagéré. Si on n'avait pas fait ces politiques, il y aurait eu évidemment des dégâts importants, mais les choses se seraient rétablies relativement vite parce que l'économie aurait été assainie. Les acteurs irresponsables ou improductifs auraient été éliminés et les ressources auraient été réallouées vers des acteurs plus efficaces qui rendent davantage de services aux consommateurs, aux entreprises, aux épargnants, etc. Et donc évidemment, ça c'est difficile de le vérifier dans les faits, c'est simplement de la spéculation. Mais ce qu'il convient de faire, c'est d'imaginer ce qui va se passer par la suite. Est-ce qu'on recommence ? Est-ce qu'on accepte qu'il y ait des cycles de plus en plus forts et de plus en plus destructeurs, avec des crises de plus en plus fortes ? Est-ce qu'on accepte que les acteurs irresponsables restent en place et soient financés par le contribuable ? Est-ce qu'on accepte ça ou pas ? C'est ça la question. Et je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais s'il n'y avait pas eu cette politique de la BCE, la Grèce serait probablement sortie de l'Europe. À ce moment-là, Obdoré, le parti d'extrême droite, serait peut-être arrivé au pouvoir à Athènes, et ça aurait peut-être été le signe d'un démantèlement de l'Europe. Alors, chez les Autrichiens, il y a des divergences sur le sujet de l'euro. Il y en a qui pensent que l'euro, c'est plutôt une bonne chose. Ça a beaucoup d'avantages, ça facilite les échanges entre les États membres, etc. Et puis il y en a qui disent, en fait non, c'est pas du tout une bonne idée. Ça ne fait que reproduire au niveau supranational quelque chose qui n'est pas sain au niveau national, c'est-à-dire, piloter une monnaie par la puissance publique. Et donc ces auteurs-là disent, si l'euro disparaît, c'est pas si grave, puisque nous, on est favorable à une concurrence entre les monnaies. Alors, s'il n'y a pas de monnaie privée, au moins que ce soit une concurrence entre les monnaies nationales. Donc, ce ne sera pas un désastre si l'euro disparaît. Ces auteurs autrichiens disent la priorité, c'est qu'il y ait un marché unique et qu'il n'y ait pas de barrière douanière entre les États. Évidemment, on peut penser que ça fonctionne mieux s'il y a une monnaie unique, mais c'est pas si évident. On peut très bien imaginer que ça fonctionne aussi sans monnaie unique. Et d'ailleurs, au niveau mondial, on plaide pour diminution des barrières tarifaires, sans pour autant plaider pour une monnaie unique mondiale. Donc ça montre bien que c'est possible. Donc Hayek et les théoriciens de l'école autrichienne soulignent les conséquences négatives des tentatives de relance de l'économie par la politique monétaire et notamment par le crédit. Alors ça ne manquera pas de résonner dans nos têtes quand en novembre dernier, le Haut Conseil de stabilité financière a alerté sur la forte probabilité d'une bulle du crédit immobilier. Actuellement, les taux sont tellement bas que de nombreux ménages, parfois à la limite de la solvabilité, sont poussés à emprunter et de l'autre côté, ça alimente la montée des prix de la pierre. Donc on est complètement dans le cas d'une monnaie mal gérée alors. Oui, on peut faire un lien avec la crise de 2008. La crise de subprime, c'est l'effondrement d'un système lié à l'investissement immobilier par lequel la puissance publique a incité les gens à acheter de l'immobilier. Les gens ont été incités par la puissance publique à acheter de l'immobilier. Ils l'ont fait beaucoup plus que ce qu'ils auraient fait dans un système normal. Et donc, si aujourd'hui on reproduit ce genre d'erreur, c'est vraiment navrant. Ça veut dire que 12 ans après la crise, on n'a toujours pas tiré les conséquences de ce qui s'est passé. Tout le monde s'est précipité pour dire que c'était l'échec du capitalisme, et on n'est pas allé plus loin que ça dans l'analyse. On est effectivement aujourd'hui en train de recréer des effets pervers. Si les prix de l'immobilier s'effondrent, ce qui est vraiment pas impossible, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans, et qu'énormément de gens se sont endettés pour acheter des biens qui ne vaudront plus rien par la suite, est-ce qu'on va accuser le capitalisme, encore une fois ? Alors qu'en fait, ce sera la résultante d'un système de gestion de la monnaie par la puissance publique. Et si on suit Hayek, la concurrence monétaire permettrait de garantir une stabilité monétaire donc plus grande.
pourtant, on remarque qu'il y a déjà en fait une concurrence des monnaies. La valeur de l'euro, elle est définie à partir de celle du dollar et vice-versa. Donc, les responsables des banques centrales sont incités actuellement à ne pas faire n'importe quoi, sans quoi la valeur de leur monnaie plongerait. Non, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, il y a une concurrence entre des monnaies monopolistiques. Elles ont chacune le monopole sur leur propre territoire. Et d'autre part, il n'y a aucun mécanisme vertueux et stabilisateur incitant les banques centrales à ne pas faire n'importe quoi. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, elles font toutes n'importe quoi. Et ça s'équilibre. En fait, et ça avait été perçu par les Autrichiens dès les années 70. Dès les années 70, ils ont compris que ça allait se passer comme ça. On voit que de nombreux des États n'hésitent pas à dévaluer pour booster la compétitivité de leurs exportations. Oui, et ça, si tous les États s'y mettent, c'est une catastrophe. Mais en tout cas, toutes les banques centrales émettent de la monnaie sans limite aujourd'hui. Alors, beaucoup de gens disent, mais c'est pas très grave. D'ailleurs, on voit bien qu'il n'y a pas d'hyperinflation. Donc, continuons comme ça. Mais je trouve que c'est un raisonnement vraiment à courte vue, parce que d'abord, il y a des bulles d'actifs énormes, des bulles sur les marchés d'actions, sur l'immobilier, dans l'art, partout. Pourquoi pas dans les cryptos ? Et d'autre part, jusqu'à quand on va continuer de dire « continuons comme ça ». On prétend que l'État est là pour penser au long terme et à l'intérêt général, alors que les capitalistes sont obsédés par le court terme. Mais là, en fait, on a typiquement un raisonnement court-termiste. Mais les banques centrales, au moins en tout cas en Europe et aux États-Unis, sont censées être indépendantes des États. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose de relativement récent qui a été mis en place pour limiter les effets pervers de la politisation de la monnaie. Mais dans les faits, en fait, c'est pas si évident que ça. D'abord, leurs membres sont nommés par les États. Ensuite, leur mandat est décidé par des textes étatiques. Le mandat de la BCE, le mandat de la Fed, etc. sont décidés par la puissance publique. Et ensuite, on voit que ces banques centrales sont peuplées de banquiers, d'anciens banquiers. Et on voit là une consanguinité entre les banques centrales et le système bancaire, et probablement une capture du régulateur, des liens pas forcément sains, avec l'assentiment des pouvoirs publics, des gouvernants, des politiciens, qui est profondément malsain. Et on appelle ça le capitalisme. En fait, non, c'est pas ça le capitalisme. Le capitalisme, c'est un système où une entreprise qui gère mal les choses au détriment du consommateur en subit les conséquences et fait faillite et n'est pas soutenu par l'argent du contribuable. Et c'est un système où il y a une vraie concurrence, et notamment entre les monnaies. J'imagine que ça manque pas de vous faire sourire quand Trump met des coups de pression énormes sur Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale actuellement. Parce que malgré son indépendance, il fait pas ce qu'il veut. Oui, et d'autant plus que pendant sa campagne, il avait accusé la Fed d'être trop accommodante. Et aujourd'hui, il veut baisser les taux. Aujourd'hui, il demande d'aller beaucoup plus loin. Voilà, bon. Il y a aussi beaucoup de théâtre. Mais aujourd'hui, les banques centrales, beaucoup d'entre elles sont conscientes que le régime actuel n'est pas tenable. Mais en fait, elles ne savent pas comment faire. Il y a eu un début de ce qu'on appelle de normalisation des politiques monétaires il y a quelques mois, et avec la crise de ce qu'on appelle les repo market, il y a de nouvelles injections massives du côté de la Fed qui suggèrent qu'on est reparti pour une nouvelle phase de quantitative easing. Et la question, c'est à quoi ça va nous mener ? En fait, c'est profondément inquiétant. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui ? La politique monétaire de la BCE, celle de la Fed ou celle de la Chine qui est assez difficilement lisible ? Je fais pas tellement de différence. Bon, la Chine est dans une situation un peu spécifique parce qu'elle a une stratégie de très long terme de pouvoir et de suprématie et de rivalité par rapport au dollar. Donc, elle est moins court-termiste que les autres. Les autres sont très court-termistes, prétendent manipuler la masse monétaire à court terme pour faire du fine-tuning et piloter l'activité économique comme un pilote dans son cockpit. Et comme si ça avait déjà fonctionné quelque part dans le monde, dans un secteur économique. Ça n'a jamais fonctionné, mais on continue de le faire en matière monétaire. Donc, en fait, c'est plutôt ça qui m'inquiète. Voilà. Et qu'est-ce qui resterait aux États en cas de grave crise économique pour éviter la faillite si elles n'ont plus la main sur la monnaie ? Lever les impôts ?
Elle pourrait lever les impôts mais pour financer des politiques publiques, mais que faire sinon? Alors, ça dépend de comment on analyse les causes de ces crises économiques. Si ces crises économiques sont créées par des actions de la puissance publique, il est totalement illusoire d'espérer que c'est la puissance publique qui va les résoudre. Et c'est ça l'analyse des Autrichiens. C'est que ces crises ne sont pas créées par le capitalisme, elles sont créées par la puissance publique qui perturbe le fonctionnement normal de l'économie. Donc leur préconisation, c'est plutôt de diminuer le pouvoir des États pour leur éviter d'engendrer des crises économiques. C'est ça. Il faut anticiper plutôt que guérir, puisque guérir, en fait, est illusoire quand on confie le remède à celui qui a créé la maladie. Et est-ce que le Bitcoin correspond à l'aboutissement de la théorie de Hayek sur la mise en concurrence des monnaies ? En fait, non, pas du tout. Parce que Hayek préconisait de lever le monopole de l'émission monétaire par les États. Or, c'est pas du tout ce qui se passe en ce moment. Et il est peu probable que les États renoncent à ce monopole monétaire, en tout cas à court et moyen terme. Donc, ce qui se passe, c'est quelque chose de complètement différent de ce qu'avait prévu Hayek, et qui est plutôt conforme à ce qu'avaient théorisé des gens comme Rothbard et Hoppe, qui sont d'autres Autrichiens beaucoup plus radicaux que Hayek. Là, on voit l'émergence de monnaies qu'on peut appeler privées, même si elles ne sont pas créées par des entreprises privées, mais qui sont créées spontanément par le marché, comme l'ont été les monnaies anciennes, en dehors du contrôle des États, et sans même que les États aient levé leur monopole de l'émission monétaire. C'est ça qui est en train de se passer. Et en fait, c'est tellement nouveau, tellement imprévisible et imprévu, tellement inédit que y a très très peu de gens qui comprennent ce qui est en train de se passer. Et les auditeurs de 21 millions, je pense, connaissent la réponse, mais que dites-vous à ceux qui disent du Bitcoin qui, comme la monnaie papier, repose sur du vide ? Oui, c'est vrai, ça repose sur du vide, mais il y a du vide qui inspire de la confiance et d'autres vides qui inspirent moins de confiance. Les monnaies étatiques sont aussi créées sur du vide et on a de moins en moins confiance en elles. Le Bitcoin, il est créé sur un vide un peu plus étonnant qui est un protocole informatique, open source, auditable, sécurisant une base de données décentralisée, sécurisée par un mécanisme de preuve de travail nécessitant une compétition entre des acteurs et une énorme dépense d'énergie. Donc tout ça est vide et ça marche. Et ça n'a jamais été piraté et ça inspire de plus en plus de confiance. Et dans votre rapport, vous citez encore Hayek avec cette phrase qui ne manquera pas de faire sourire en parlant du fait qu'il faut retirer la monnaie des mains des États. Donc c'est, je cite, « Nous ne pouvons pas le faire violemment. Tout ce que nous pouvons faire, c'est, par quelques moyens indirects et rusés, introduire quelque chose qu'il ne peut pas stopper. » Bitcoin correspond selon vous alors à cette définition ? Oui, absolument. Ça, c'est ce qu'avait espéré Hayek, mais il n'avait pas du tout prévu la manière dont ça se passerait. Milton Friedman avait aussi un peu prophétisé l'émergence du Bitcoin. Au début des années 90, il a dit que avec l'émergence d'Internet, on finirait par voir l'émergence d'une forme de cash sur Internet. Il l'avait dit, il y a une phrase célèbre qui circule beaucoup, mais il n'avait pas prévu la manière dont ça se ferait. Et j'en profite pour dire que Milton Friedman et le courant monétariste est très différent du courant autrichien. Et pourtant, ces deux sont étiquetés comme libéraux. Les monétaristes, ils ont deux particularités. D'abord, ils proposent une augmentation de la masse monétaire qui soit régulière, prévisible, et donc ils proposent que les pouvoirs publics aient aussi peu de pouvoir que possible, aussi peu de pouvoir discrétionnaire sur la masse monétaire. Donc un taux de progression déterminé, transparent, régulier. Mais ils ont une deuxième caractéristique qui les rapproche des keynésiens. Ils disent qu'en cas de crise, il est bon que la politique monétaire serve à relancer l'économie. Les monétaristes acceptent ça. Et d'ailleurs, ils expliquent les problèmes des années 30 par une incapacité des États à avoir relancé l'économie à la suite de la crise de 29, comme les keynésiens. Sauf que les monétaristes n'analysent pas les causes de ces crises de la même manière que les Autrichiens. Ils ne voient pas dans ces crises le symptôme de manipulation monétaire excessive par la puissance publique. Et donc, ça les amène à justifier une intervention de l'État alors qu'ils sont libéraux. C'est pour ça que le courant libéral est très varié et contradictoire. Il y a des libéraux qui acceptent l'intervention de l'État dans le domaine monétaire et d'autres, non. Mais les monétaristes et les Autrichiens, ils ont pu se retrouver au sein de la société Montpellerin, hein, c'est bien ça ?
Friedman et Hayek, ils en faisaient partie. Oui, absolument. Et c'est une sorte de club d'économistes qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale a été l'effondrement des valeurs libérales, attaquées d'un côté par les nazis, de l'autre côté par les communistes. Ces deux totalitarismes ont remis en question les valeurs du libéralisme, de la primauté de l'individu, de la propriété privée, de la liberté individuelle, etc. Ça a donc été un désastre absolu pour la civilisation. Et les quelques penseurs libéraux qui restaient dans ce naufrage, dans le monde, se sont dit on va créer une association pour refaire renaître les valeurs libérales. Donc ils ont créé la Société du Mont Pèlerin, qui existe toujours, mais qui très vite en fait a été un peu minée par des divergences majeures entre ces penseurs. Et c'est vrai qu'il y a une telle variété de courants que c'est difficile de les mettre tous d'accord. Il n'y a pas grand-chose de commun entre un Raymond Aron, un Milton Friedman, un Ludwig von Mises. Très vite, ils se sont disputés. Et que penseraient l'école autrichienne de Libra, qui est une forme privée de monnaie, car le projet repose sur une gouvernance d'entreprise? Alors, les Libra, c'est effectivement une monnaie privée, mais en fait, je suis même pas sûr qu'on puisse l'appeler une monnaie, parce que moyen de paiement. Elle repose sur un panier d'actifs financiers et de monnaies existantes. Donc, c'est peut-être un substitut monétaire, ou un stablecoin, ou un titre financier, ou un moyen de paiement. C'est peut-être avant tout un système de paiement révolutionnaire, avant d'être une monnaie nouvelle, une monnaie créée ex nihilo, comme l'est le Bitcoin. Mais en tout cas, c'est sans doute quelque chose d'intéressant, d'utile, qui va contribuer à secouer un peu la puissance publique. Mais en même temps, c'est une forme de monnaie qui est vulnérable à la puissance publique et à la régulation. Contrairement au Bitcoin, c'est vraiment une différence majeure. Et quand on vous écoute, on a l'impression que le monopole d'État sur la monnaie touche inexorablement à sa fin et que les États ne pourront pas faire grand-chose contre ça. Alors selon vous, quelles sont les différentes formes de monnaie qui coexisteront à l'avenir? J'imagine qu'il y aura quand même toujours la monnaie étatique, mais il y aura peut-être la monnaie privée type Libra et peut-être la monnaie open source, publique, comme Bitcoin. Alors en fait, je n'en sais rien. C'est vraiment très difficile de savoir. Je vois pas comment les États peuvent renoncer à leur monopole monétaire, et en même temps, je vois pas comment les cryptos ne vont pas pouvoir se développer. C'est un peu comme le génie qui est sorti de sa lampe. Il est sorti, il va pas y rentrer à nouveau. Ou c'est un peu comme le dentifrice qui est sorti du tube. Une fois qu'il est sorti, il peut plus rentrer à l'intérieur. C'est d'ailleurs une métaphore qu'avait utilisée un banquier central allemand à propos de l'inflation. Mais donc, on se retrouve dans une sorte d'aporie, de contradiction. Je pense que les années qui viennent vont être très intéressantes. C'est très difficile d'imaginer comment ça va se passer, mais ça va sans doute pas se passer comme on peut le prévoir aujourd'hui. Et est-ce que c'est possible que la monnaie d'État disparaisse un jour complètement ? Alors aujourd'hui, il y a peut-être une troisième voie qui est en train de se présager, c'est les crypto-monnaies de banque centrale. De plus en plus de gouvernements et de banques centrales disent les crypto-monnaies, bon, c'est intéressant, mais on va faire notre propre crypto-monnaie, quand même, c'est mieux. Moi, je pense que c'est simplement une nouvelle étape du deuil. Vous savez, dans le deuil, les psychologues ont théorisé qu'il y avait 5 étapes. Le déni, la colère, la négociation, la dépression et l'acceptation. Le déni, ça a consisté pour les gouvernements et les banques centrales à dire non, les crypto-monnaies, ça n'existe pas vraiment, c'est pour les hippies, les anarchistes, les terroristes et les geeks. Ensuite, il y a eu la colère en disant mais non, les crypto-monnaies c'est dangereux, ça va nous perturber, remettre en question nos équilibres monétaires, etc. C'est mal, il faut l'encadrer, le réguler, etc. Et puis, je pense qu'on est dans la phase de la négociation. La première étape de la négociation, ça a été de dire bon, les crypto-monnaies c'est bien, mais la blockchain c'est mieux. C'est la technologie derrière le Bitcoin qui est intéressante. Donc ça, c'est une forme de négociation psychologique. Et puis la deuxième phase de cette étape de négociation, c'est bon, les crypto-monnaies privées, c'est bien, mais les crypto-monnaies de banque centrale, c'est mieux. Et donc, je pense que ça n'est qu'une étape dans le processus, et il n'est pas impossible que dans les décennies qui viennent, il y ait une phase de tristesse et d'acceptation des crypto-monnaies par les États. Pourquoi ? Parce qu'ils n'auront plus le choix. Ils auront tellement sapé la confiance dans leur propre monnaie fiat émise sans limite qu'à un moment donné, il y aura peut-être des fuites devant ces monnaies et un refuge
universelle dans les cryptos. Reste à voir si ce sera Bitcoin, Ethereum, Tezos ou une autre. Et si ça se produit, on peut imaginer le cours, évidemment, sur ces cryptos, enfin l'impact sur le cours de ces cryptos, et on peut imaginer que les États n'auront plus d'autre choix que de s'y adapter. Comment ? Alors ça reste à voir, mais peut-être en mettant des cryptos dans les réserves des banques centrales, peut-être en acquérant des cryptos eux-mêmes, peut-être en prélevant de l'impôt en crypto, et peut-être même en minant eux-mêmes des cryptos. Donc là, on est un petit peu dans la science-fiction, la spéculation intellectuelle, et la prospective, mais je pense que ce genre de scénario, même si ça reste quand même largement irréaliste, c'est de moins en moins impossible. Ouais. En tout cas, tout ça présage de débats passionnants dans les futurs 21 millions, et merci en tout cas Yorick de Montbine d'être passé dans cet épisode qui était vraiment extrêmement riche et passionnant. Merci Grégory. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode qui, j'espère, aura été le plus clair possible. Je vous invite désormais à suivre le compte Twitter du podcast et de la future newsletter, 21 millions au pluriel _ avec lequel nous pourrons interagir pour que vous puissiez proposer des sujets ou encore approfondir des éléments abordés. Comme toujours, je tiens à remercier mon ami Ezad qui a composé le générique. Vous pouvez écouter les précédents épisodes sur Apple, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, Deezer et YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ces plateformes, c'est ça qui contribuera à faire grandir 21 millions. À bientôt.